Bonjour à tous, je m'appelle Nikita, je suis ingénieur et aujourd'hui on va passer plutôt à de l'analyse, donc à l'étude de fonctions, donc on est vraiment sur un truc un peu plus technique que les vidéos précédentes où on était plus sur de l'algèbre. En tout cas, à mon goût, je trouve que l'analyse est un peu plus subtile. Donc on va s'attaquer à une étude de fonctions au travers de la résolution de l'examen d'entrée de Polytech de juillet 2022, la partie analyse, la question 1. Je vous mettrai tout ça en description, donc vous avez et les questions d'examen d'entrée de Polytech, en tout cas celle à laquelle on s'intéresse maintenant. Vous allez également avoir ma correction écrite dans le drive. Voilà, mon but c'est de rendre plus accessibles les études d'ingénieur à toutes et à tous. Mon ambition ultime ce serait que ces vidéos soient suffisantes pour passer l'examen d'entrée de Polytech à Bruxelles. Voilà, donc je vais essayer de vous transmettre une méthodologie, des éléments théoriques, vous montrer comment utiliser ces éléments théoriques pour résoudre la question d'examen d'entrée. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, je répondrai vraiment à toutes. Voilà, likez, abonnez-vous, partagez, ça fait toujours plaisir. Et merci à tous ceux qui se sont abonnés là récemment sur Instagram, sur YouTube et tout, c'est vraiment n'importe quoi, enfin c'est assez fou. Je m'y attendais pas du tout. Donc voilà, bienvenue et merci de votre confiance et on est parti. Ah oui, dernière chose, si vous avez des commentaires, si vous avez des idées pour améliorer un peu les vidéos, bah voilà, n'hésitez pas, je suis vraiment friand de tout ça. Je fais ça pour vous, donc le but c'est que ça vous aide et voilà, dites-moi si vous pensez à quelque chose qui pourrait améliorer les vidéos. Ok? Cool, allez, on est parti. Donc ici aujourd'hui on va considérer la question 1, donc on considère la fonction f définie par f de x égale moins sinus carré de x fois ln sinus carré de x moins cos carré de x ln de cosinus carré de x. Et donc on veut déterminer le domaine de définition, la parité éventuelle et la période éventuelle t de f. La première chose c'est qu'on cherche le domaine de définition. Donc typiquement pour trouver le domaine de définition, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut les conditions d'existence. Ok. Alors ici, quelles sont les seules conditions d'existence qu'on va avoir? On sait qu'on n'a pas forcément de conditions d'existence sur le sinus carré et le cosinus carré, par contre on en a une sur le logarithme népérien. Puisqu'on sait qu'en effet le logarithme népérien, il a pour graphique quelque chose de ce genre. D'accord? Donc on voit ici qu'on a notre asymptote verticale en x égale à 0. Ça c'est la fonction logarithme népérien de x. Et donc la fonction n'est définie que pour des x qui sont strictement plus grands que 0. D'accord? Donc ici, on voit qu'on a un logarithme népérien d'une fonction. Donc ici, en fait, la condition qu'on va avoir sur ce logarithme népérien et sur ce logarithme népérien, c'est que notre sinus carré de x doit être plus grand que 0 et le cosinus carré de x doit être plus grand que 0. D'accord? Oui, d'ailleurs, ce que je vous propose, en fait, le truc, c'est que je tourne toutes les vidéos en même temps. Donc, bon, bah, j'aurai pas trop l'occasion de voir si les vidéos d'avant, ça a marché ce que j'ai proposé. Mais du coup, ce que je vous propose, c'est qu'à chaque fois que je vous explique quelque chose, j'écris une étape puis une autre et je vous pose la question pourquoi. Et donc le but, c'est que vous puissiez répondre en commentaire le pourquoi est-ce que j'ai le droit de passer d'une étape à une autre. C'est une manière pour vous d'apprendre de manière un peu plus active et puis en plus, ça augmente le référencement, donc mettez la réponse en commentaire, c'est toujours cool. Ok, pourquoi est-ce que j'écris ces conditions d'existence? Là, vous mettez sur pause, vous répondez en commentaire, tout simplement parce que ici, on avait le logarithme népérien de x, donc l'argument c'était x, ok? Et le x doit être strictement plus grand que 0. Okay? Donc l'argument de tout logarithme népérien doit être strictement plus grand que 0. Une manière de bien le visualiser, c'est de tracer la fonction logarithme népérien de x qui se dessine comme ceci. Le x est strictement plus grand que 0, et donc on peut en conclure que l'argument ici du logarithme népérien doit être tous les deux strictement plus grand que 0. Ok, on a ceci. Et alors la deuxième chose qu'on sait, c'est si je dessine sinus de x, on a quelque chose comme ça. Ok? Alors le truc, c'est que le sinus carré de x, donc on sait que toute fonction au carré est toujours plus grande ou égale à 0. Et bien en fait, c'est exactement la même chose pour le sinus de x. Donc la partie négative, elle est retournée, parce que par exemple, on sait qu'en moins 2 fois moins 2, ça fait 4. Donc la partie qui est négative, elle devient positive, et la valeur est mise au carré. Donc en fait, on a un truc du genre comme ça. Ok, ça c'est notre sinus carré de x. Donc en fait, vous pouvez même le vérifier, hein, si vous regardez pour chaque valeur, prenez chaque valeur au carré, vous verrez qu'au bout d'un moment, vous aurez que des valeurs positives. Mais donc, ce que je veux dire au final, c'est que notre sinus carré de x et notre cosinus carré de x doivent être strictement plus grands que 0. Ça, c'est les conditions d'existence. Et on sait, de par le graphique, ça c'est le sinus de x et ça c'est le sinus carré de x. Pour le cosinus carré de x, on a la même chose, mais juste déphasé de pi demi. On voit que cette fonction-là et le cosinus carré de x sont plus grandes ou égales à 0. Donc une manière de voir ça, ce serait de dire, donc ça c'est vraiment plus une analogie, hein. Je vous donne juste un peu un espèce de feeling par rapport à ça, c'est que je vous dis, ok, imagine je veux que des valeurs 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et moi je dis, oui mais de toute façon moi d'office, toutes mes valeurs c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc qu'est-ce qu'il est suffisant de dire en termes de conditions d'existence? En fait je vais juste dire, ok, si tu as toutes tes valeurs comme ça, eh ben, je veux juste pas que tu prennes le 0. Donc condition d'existence, je veux juste pas que tu prennes le 0. Et c'est exactement ce qu'on va faire ici. C'est comme on sait que toutes les valeurs sont plus grandes ou égales à 0 et que nous on veut qu'elles soient strictement plus grandes que 0, eh ben on va simplement dire sinus carré de x et cosinus carré de x doivent être différents de 0. Ok? Voilà. Donc longue explication, tout ça pour dire juste ça. My bad. Et je passais un peu de temps dessus parce que c'est vraiment important de bien saisir la petite nuance. Donc on a sinus carré de x différent de 0 et cosinus carré de x différent de 0. Donc on est d'accord que ça veut dire que sinus de x doit être différent de 0. Ok, je prends la racine des deux côtés. Cosinus de x doit être différent de 0.
Ok? Alors ça, c'est vrai. Donc je vais regarder uniquement le sinus de x. Le sinus de x, pardon. Donc, si on regarde ça, c'est ce qu'on appelle le cercle trigonométrique. Donc j'imagine que vous savez à quoi ça correspond. On sait qu'en horizontal, on a les cosinus. Et en vertical, on a les sinus. Ici, la valeur maximale du sinus, elle vaut 1. Et ici, la valeur minimale vaut moins 1. Donc on voit qu'on a un axe comme ça. Hein. Ok? Ok, donc on va de 1 à moins 1. Et ici, la valeur, elle vaut 0. Ok? Donc mon angle, il tourne comme ça. Ok? Si j'ai un angle ici, je vois que la valeur de mon sinus, elle est juste là. D'accord? Et donc quand mon angle, il se retrouve juste ici, la valeur qu'on projette, en fait, elle tombe sur le sinus qui vaut 0. Et donc si mon angle, il se retrouve ici, bah, j'ai le même raisonnement. Si mon angle se trouve juste là, et bah, la valeur correspondante du sinus vaut 0. Ok? Donc, mon sinus qui doit être différent de 0 fait qu'on ne veut surtout pas avoir cet angle-là et cet angle-là. Et cet angle-là, ça correspond à quel angle? Bah, c'est simplement l'angle 0. Ok? Cet angle-là, c'est quoi? C'est pi. Okay, donc c'est quand je tourne de 180 degrés, j'arrive sur pi. Mais c'est pas les seuls, parce qu'en fait, je peux continuer à tourner indéfiniment. Okay, je peux revenir à 0. Si je reviens à 0, donc j'ai fait 0, pi. Et si je refais 180 degrés, en fait, j'arrive à 2pi. Okay, et si je refais 180 degrés, je suis à 3pi. Etc, etc, etc. Et donc en fait, on peut tourner à l'infini comme ça. Et c'est pour ça qu'on, de manière générale, cette condition d'existence, on l'écrit comme x différent de kpi, k appartenant aux entiers. Les entiers, c'est quoi? Là, j'écris k appartenant à z. Z, c'est tous les nombres de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, sans virgule. Donc, typiquement, ça va être moins 50, moins 49, moins 48, etc. jusqu'à 0. Puis 1, 2, 3, 4 jusqu'à plus infini, quoi. D'accord? Donc ça, c'est toutes les valeurs comme ça. Et donc, c'est justement pour éviter de prendre tous les angles comme ça, peu importe la valeur de k. Peu importe combien de fois j'ai tourné, ça prend tout en compte. Ok? X différent de k fois pi. Donc on voit que si k vaut 0, alors à ce moment-là, j'ai x différent de 0, donc différent de cet angle-là. Si k vaut 1, différent de cet angle-là. Si k vaut 2, c'est différent de cet angle-là, parce que du coup, j'ai 2pi, etc., etc. On peut le faire aussi dans le sens. Si j'ai k qui vaut moins 1, c'est moins pi. C'est d'arriver à l'angle pi, mais dans l'autre sens. Donc c'est moins pi, c'est dans ce sens-là. Si on tourne par là, c'est les valeurs positives. Si on tourne par là, c'est les valeurs négatives. Donc on interdit également les valeurs négatives. Ok, et en fait, on va faire un peu le même genre de raisonnement pour le cosinus, sauf que le cosinus, les valeurs pour lesquelles le cosinus vaut 0 se trouvent en pi demi et en 3 pi demi. Ici, mon cosinus, il vaut 1, et là, ici, mon cosinus, il vaut moins 1. Pour le cosinus, mes graduations, elles se trouvent juste ici, ok? Et donc, on voit que pour un angle qui vaut 0, on se trouve en cosinus qui vaut 1. Pour un angle qui vaut pi, on se trouve à un cosinus qui vaut moins 1. Par contre, pour un angle qui vaut pi demi ou 3 pi demi, on voit que la projection tombe sur le cosinus égal à 0. D'accord? Donc, pour éviter un cosinus qui vaut 0, eh ben, on va refuser toutes les valeurs qui sont égales à pi demi. D'accord? Donc, je me place en pi demi, puis tous les multiples de pi. Okay, donc, je mets pi demi plus kpi. Si je mets en pi demi, k vaut 0. Puis, si je dis k vaut 1, donc là, j'ai pi demi plus pi. Okay, si je me mets en pi demi et je dis que k vaut 2, j'ai pi demi plus pi plus pi. Donc, voyez, donc en plus de pi. Okay, donc, je me retrouve en pi demi. Là, je me mets en pi demi plus tous ces multiples de pi. Ok? Voilà. Et donc, ça, c'est notre condition d'existence. Donc, la conclusion, c'est que le domaine de la fonction, ce sont tous les réels, toutes les valeurs des réels, sauf tous les multiples de pi et tous les multiples de pi demi. Et donc en fait, on se rend compte que toutes les valeurs qui se trouvent ici sont interdites. Donc en fait, tous les multiples de pi demi directement. Okay, si j'ai 0 fois pi demi, je me retrouve là. Si j'ai 1 fois pi demi, je me retrouve là. Si j'ai 2 fois pi demi, je me retrouve là. 3 fois pi demi, etc. Donc sauf k fois pi demi, tel que k appartenant aux entiers. Faux raccord. Donc, ouais, il y a potentiellement une journée qui est passée entière, donc il n'y a plus de café, la chemise est fermée, les cernes sont creusées, la fatigue est là. Mais on va quand même faire la vidéo jusqu'au bout. Ok, alors, donc on a trouvé le domaine de définition. Attendez, je vais tout réécrire maintenant. On a déjà déterminé notre domaine de f. Notre domaine de f, c'est tous les réels, sauf k pi demi, k appartenant aux entiers. Donc maintenant, on va déterminer la parité éventuelle. Donc, pour trouver la parité, on va essayer de voir que vaut f de moins x. Okay, si c'est égal à f de x, alors c'est que la fonction est paire. Si c'est égal à moins f de x, c'est que la fonction est impaire. Et si c'est égal à rien du tout, sinon ni paire ni impair. D'accord? Donc on va essayer de déterminer que vaut f de moins x. Alors f de moins x, on va juste remplacer x par moins x, tout simplement. Donc on a moins sinus carré de moins x. Donc ce qu'on peut voir, c'est directement que là, en fait, ce sinus carré de moins x, ça c'est égal à sinus
de moins x fois sinus de moins x. Ok? Donc sinus de moins x fois sinus de moins x, si on regarde notre cercle trigonométrique, on sait déjà que, donc si on prend un angle alpha ici, on peut prendre son sinus et son sinus nous donne une valeur qui se trouve juste ici. Si on tourne la même valeur juste dans l'autre sens, donc on va avoir l'angle moins alpha et le sinus de moins alpha, ça va nous donner une valeur ici qui en fait, donc le sinus de moins alpha est exactement la même que celle-là, mais juste opposée. Okay? Donc on sait que notre sinus il se trouve juste ici. Là, la valeur maximale c'est 1, la valeur maximale c'est moins 1. Et donc ici, on se trouve avec une valeur qui vaut sinus de alpha. Ici, on se retrouve avec une valeur qui vaut moins sinus de alpha. Okay? Cette valeur ici, sinus de moins alpha, eh ben, c'est la même que celle-ci, sauf qu'elle est opposée. Donc c'est moins sinus de alpha. Ok, donc ici, sinus de moins x, eh ben, en fait, ça c'est égal à moins sinus de x. Okay? Et ça, pareil, les moins se simplifient, on a un plus. Okay? Donc en fait, on se retrouve simplement avec moins sinus carré de x. Okay? Pour le sinus carré, c'est ça. Ensuite, ici on a, pareil, du coup, on a carré de x, ça change rien. Et maintenant, pour le cos carré, ça c'est encore plus facile. Si on reprend notre cercle trigonométrique, nos cosinus, ils sont sur l'axe horizontal. On prend un angle alpha, okay? On va regarder le cosinus associé. On se trouve juste ici. Maintenant, si on prend l'angle moins alpha, de nouveau, on prend le cosinus ici, et en fait, on tombe sur exactement la même valeur. Alors bon, j'avoue que là, mon cercle n'est pas hyper ouf, mais donc la valeur qu'on trouve ici, le cosinus de alpha, est en fait exactement égal au cosinus de moins alpha. Ok? Cool. Bon, ça c'est facile. Donc ça veut dire que du coup, cos carré de moins x, ça vaut simplement le cosinus de moins x fois cosinus de moins x. Okay, donc je rappelle juste un truc, c'est que le cosinus carré de moins x, c'est la même chose que d'écrire cos de moins x, okay, le tout au carré. Okay, bon, ça c'est juste un détail de notation. Donc, on se retrouve avec cos de moins x fois cos de moins x. Ça, on sait que c'est cos de x fois cos de x. Et donc du coup, en fait, ça c'est simplement égal à cos carré de x. Okay, et donc du coup, ça c'est égal moins cos carré de x fois ln de cos carré de x. Ok? Et bien en fait, ça on se rend compte que c'est exactement égal à la fonction de base. Ok? Bon voilà, c'est facile ça. Donc la parité elle est trouvée. On a que f de moins x égale à f de x et donc fatalement notre fonction elle est paire. Ok, donc f de moins x égale à f de x. Ok, super. Et alors maintenant, on va essayer de déterminer s'il y a une période. Une fonction qui est périodique, c'est une fonction telle qu'il existe un p tel que f de x plus p égale à f de x. Ok, ça c'est la définition. Si par exemple on regarde une fonction sinusoïde, donc on va avoir une fonction comme ça, on voit que la valeur ici, en x égale à, je sais pas, en x1, c'est la même que la valeur en x ici, ok, en x1 plus 2pi, ok, etc. Okay, donc la fonction sinus, elle est périodique en 2pi. Donc la question c'est, est-ce qu'il existe un p tel que f de x plus p égale à f de x? Alors comment est-ce qu'on peut faire ça? Si j'étais devant l'examen, comment est-ce que je réfléchirais? Je me dirais, tiens, mais ok, mais j'ai des sinus, j'ai des cosinus. C'est quoi le lien qui existe entre les deux? Et on sait que le lien qui existe entre le sinus et le cosinus, si on représente leur fonction sur un graphe, on sait que le sinus et le cosinus sont des fonctions qui sont déphasées, okay, de pi demi. Okay, c'est la première chose. Donc ça, c'est un peu une intuition qu'on pourrait avoir. Okay, donc ça veut dire que si on prend notre sinus et que je le déplace de pi demi, et en fait, je retombe sur le cosinus. D'ailleurs, si on regarde notre cercle trigonométrique, on peut prendre notre angle x et on peut regarder le cosinus de x. Okay, et on peut se demander, tiens, mais si on sait qu'entre le sinus et le cosinus, il y a un déphasage de pi demi, on pourrait se demander, tiens, mais qu'est-ce qui se passe lorsque je prends cet angle et que je l'avance de pi demi? Okay, donc je me retrouverai ici, là j'ai un angle de pi demi, et donc là j'ai un angle total qui vaut x plus pi demi. Et je pourrais me dire, tiens, je pourrais simplement prendre, si je prenais le sinus cette fois-ci, et en fait le sinus de x plus pi demi, si on regarde bien, et ça normalement c'est ça un peu l'objectif que je vais vous montrer ici, c'est que le sinus de x plus pi demi est exactement égal au cosinus, donc la valeur que vous trouvez ici, elle est exactement égale à la valeur que vous trouvez juste ici. Okay, donc le sinus de x plus pi demi, c'est exactement égal à cos de x. Okay, donc maintenant on pourrait se dire, tiens, ok, donc ça veut dire que si je fais f de x plus pi demi, okay, je pourrais me dire, tiens, nickel, en fait, je vais avoir du coup moins sinus carré
de x plus pi demi fois ln de sinus carré de x plus pi demi. Je vais plus, etc. Je vais remplacer mon sinus carré de x plus pi demi par, du coup, ce truc-là, on peut le mettre au carré, parce qu'au final, c'est ça qu'on a dans la fonction. Okay, si je mets au carré à gauche, je dois mettre évidemment au carré à droite. Okay, et donc, du coup, dans ma fonction, je vais avoir moins cosinus carré de x fois ln de cosinus carré de x. Okay, donc ça, c'est super parce qu'en fait, je me retrouve exactement avec le terme dont j'avais besoin ici à droite. Okay, enfin, ce que je veux dire, c'est que du coup, le sinus qui était ici, et en fait, c'est transformé en ce terme-là. Et donc la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que si je remplace x par x plus pi demi, que je mets le x plus pi demi à la place du x pour le cosinus carré, est-ce que le cosinus carré va se transformer en sinus carré? Et si c'est le cas, à ce moment-là, on aura et ce terme-là qui sera devenu celui-là, et ce terme-là qui sera devenu celui-là, et donc la fonction x plus pi demi sera bien égale à la fonction f de x. C'est-à-dire que la fonction sera bien périodique d'une fonction, sera bien périodique d'une valeur de pi demi. Okay, donc, on a déjà démontré du coup que la partie de sinus égale, si on remplace x par x plus pi demi, on retrouve bien cette partie-là. Donc, est-ce que si je prends cette partie-là, que je remplace x par x plus pi demi, je tombe bien sur ça? C'est la question qu'on va résoudre en re-regardant ce cercle trigonométrique. Donc là, de nouveau, on a les sinus verticalement, on a les cosinus horizontalement. On a l'angle x plus pi demi, là on va se dire, tiens, regardons ce qui se passe en cosinus. Et pour l'angle x, on va se demander, tiens, regardons ce qu'on a pour le sinus. Donc là, on va avoir une certaine valeur sinus de x. Okay, et ici, si on se met en x plus pi demi, on prend le cosinus. Et cette valeur-là, okay, ça c'est cosinus de x plus pi demi. Mais là, ce qu'on peut voir, et c'est ça qui est intéressant de remarquer, c'est que la valeur qu'on a ici pour le sinus de x, en fait, c'est exactement égal à l'opposé de la valeur qu'on trouve ici pour le cosinus. Okay, donc comment est-ce qu'on le voit ça? C'est qu'en fait, le cosinus, il est ici, ça c'est égal à 1, ici c'est à moins 1. Et donc du coup, la valeur qu'on a ici, elle sera négative. Parce que là, on est entre 0 et moins 1, okay, pour le cosinus. Et en fait, ici, on a une valeur qui est positive pour le sinus. Et là, la longueur qu'on trouve exactement ici et ici, elles sont exactement les mêmes, sauf que simplement celle-ci, elle est en négatif. Donc du coup, le sinus de x, on peut le déduire. On peut dire que le sinus de x est égal à moins le cosinus de x plus pi demi. Je suis juste en train de réexpliquer les formules des angles associés. Vous les avez, si vous avez étudié un peu de trigo, vous pouvez les retrouver facilement. Mais voilà, au moins là, vous voyez un petit peu facilement comment les retrouver. Là, on est content. Sauf que nous, ce qu'on veut savoir, c'est que vos cosinus, si on remplace le x par x plus pi demi, on va avoir cosinus carré de x plus pi demi. D'accord? Donc là, on a cosinus de x plus pi demi, donc il faut tout mettre au carré. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'en fait, du coup, là, on met ça au carré, donc le moins juste devant disparaît. Cosinus carré de x plus pi demi. Et ça, c'est exactement égal à sinus carré de x. Et donc, c'est génial parce que du coup, si on remplace x par x plus pi demi, on se trouve avec ici cosinus carré de x plus pi demi qui devient exactement égal à sinus carré de x. La même chose ici. Et ici, on avait vu que sinus carré de x, où on a x qui devient x plus pi demi, il devient exactement cosinus carré de x et cosinus carré de x. Donc on voit que les termes qui sont ici, en fait, s'interchangent lorsqu'on remplace x par x plus pi demi, ce qui est exactement égal à f de x. Okay, donc, beaucoup de français, je vous montre en équation, vous allez voir que c'est tout con. Donc, ce qu'on avait trouvé avec notre cercle trigonométrique, c'était que cos carré et l'autre, on avait vu que sinus carré. Okay, donc, si on a ça, on peut se demander, tiens, donc, est-ce que ce ne serait pas périodique en pi demi? Et donc là, on se dit, tiens, remplaçons f de x plus pi demi. En fait, ça nous donne moins sinus carré, ok? Et ça, du coup, en utilisant les formules qu'on vient de retrouver juste ici, en fait, ça nous donne moins cosinus carré de x fois ln de cosinus carré de x. Et en fait, on se rend compte que ça, si on interchange lui avec lui, parce qu'au final, c'est juste une soustraction. C'est comme si on faisait moins 2, moins 3. En fait, que je fasse moins 2, moins 3 ou moins 3, moins 2, c'est pareil. Donc en fait, ça, c'est exactement égal à la fonction de base. Conclusion, la fonction est périodique en pi demi. Ok? Cool, magnifique.